Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau mot talk. Attendez, j'ai quelques éléments techniques. Hop, c'est bon. Donc vous voyez Thomas, j'imagine. Donc on est très très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle saison des mots talks qui vont se répartir. Donc cette fois-ci, on va en faire un tous les mois jusqu'en décembre. J'ai eu il n'y a pas très longtemps la validation du prochain speaker, donc mais ça je vous le dirai à la fin du mot talk. Puisque pour le moment, nous avons un speaker d'exception avec Thomas Landrin. Juste pour vous rappeler en quelques secondes avant de commencer l'échange, dans le format, donc vous pouvez poser vos questions sur les commentaires, et puis j'en prendrai un certain nombre que je pourrais alimenter dans l'échange avec Thomas. Et puis vous présenter assez rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept et ce qu'est Moho. Donc Moho, c'est né d'un constat qui n'a jamais eu autant de sens que pendant cette période du coronavirus. C'est qu'on doit faire face collectivement à des challenges énormes, qu'ils soient climatiques, politiques ou démocratiques. Et l'ambition de Moho, c'est d'initier un nouveau d'idée du positive impact, c'est-à-dire que c'est reprendre cette analogie du débarquement de 44 avec ces 156 jeunes qui sont venus de 12 pays pour refaire coalition mondiale et trouver des solutions ensemble aux grands enjeux contemporains. Pour commencer, Mo va se concentrer sur deux grands thèmes qui sont l'inclusion et la transition numérique, ainsi que l'inclusion et la transition climatique. Et pour ces actions, Mo va s'appuyer sur quatre piliers. Un lieu incroyable qui va être basé à Caen, en Normandie, qui sera le premier collider d'Europe sur 7500 mètres carrés. Un grand événement annuel, des programmes à impact et une communauté que l'on veut grandissante, dont le principe, donc, c'est le collider, c'est de réunir des étudiants, des citoyens, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des athlètes pour créer donc cette nouvelle coalition. Et dans ce premier mot talk de la saison 2021, on va parler de coalition. On va parler de coalition avec différents profils de scientifiques, de chercheurs. Quand on a écrit le texte pour présenter ce talk, Thomas, que je vais vous présenter dans quelques secondes maintenant, me disait que la recherche était portée par 18 millions de personnes dans le monde. C'est beaucoup et c'est très peu. En Euh, 8 même. Pardon. Voilà. Donc imaginez simplement qu'on puisse, oui, c'est un peu plus que ce que j'avais dit. Imaginez qu'on puisse multiplier par 10, voire par 100 cette communauté. Vous imaginez bien que tous les challenges scientifiques se deviennent à portée. Donc bonjour Thomas Landrin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Alors, le défi, quelques secondes. Thomas, né à la campagne, du côté de Nantes, une petite fille qui s'appelle Ancenis. Toujours voulu être scientifique. Ce que je voulais, c'était faire de la recherche depuis que je suis tout petit. Et donc, je suis monté à Paris très rapidement. Je suis passé par Normal Sup, je fais de la bio, j'étais passionné par le vivant. Et quand je suis arrivé finalement dans mon laboratoire académique de chercheur, grosse frustration. Et donc, j'ai fini par devenir en fait un entrepreneur, hein, pour développer des modèles alternatifs à la science académique. Et donc, aujourd'hui, je lead un projet qui s'appelle Just One Giant Lab, qui est une ONG qui est basée à Paris et qui a pour but de développer la plus grande communauté de contributeurs à la science ouverte dans le monde. Ça, on va y revenir très précisément. Je voudrais quand même revenir un peu sur ton parcours. Je demandais quelques secondes, mais il y a quand même un point que je trouve assez essentiel. On parle beaucoup de pirates, surtout dans le monde des startups. On a tendance à imaginer que c'est des gens qui prennent des vrais risques. Il y a un peu de vrai, un peu de faux là-dedans et beaucoup de com. Et moi, pour te connaître depuis quelques années, je considère que s'il y a un pirate que je connais bien, c'est bien toi, Thomas, puisque dans le sens où tu avais quand même un parcours qui était complètement aligné, un parcours assez prestigieux, tu pouvais faire des choses, on va dire, classiques, mais assez extraordinaires dans un schéma classique, et pourtant, tu as complètement choisi de vriller, dans le sens positif, hein. En fait, je pense que c'est très intéressant et c'est très important qu'on comprenne ça. Qu'est-ce qui vraiment, parce que tu es passé un peu vite dessus, qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle est la vision ou la lecture que tu as eue du monde et de l'univers de la recherche? Parce que je crois que ça a ensuite construit tous tes choix et tes choix entrepreneuriaux. Alors, c'est ce qu'il faut voir, c'est que j'ai pas attendu de faire partie d'un système pour pouvoir apprécier de faire de la science. J'ai toujours nourri ma curiosité de plus jeune âge et j'ai été passionné par beaucoup de sujets.
Et donc, pour moi, l'expérimentation était naturelle. J'adorais aller déjà à l'époque dans des déchetteries pour aller récupérer des machines en fait, qui auraient été jetées mais qui étaient potentiellement encore fonctionnelles. Donc, je les ramenais à la maison, à les bidouiller. C'était pour moi en fait un jeu. Donc, j'aimais beaucoup en fait m'intéresser à mon environnement. Et puis, faire de la science, c'était naturel. Je ne voyais vraiment pas faire autre chose. Et donc, cependant, je n'étais pas du tout quelqu'un de scolaire. C'est-à-dire que vraiment, je détestais l'école. Je ne comprenais pas pourquoi on devait m'imposer un programme. Alors que moi, j'avais des choses qui m'intéressaient. Ce que je voulais, c'était surtout en fait, étudier moi-même les choses qui m'intéressaient. Et jusqu'à ce que, voilà, c'était un peu assez impertinent. Je me suis retrouvé en fin de lycée à devoir me poser la question de ce que je voulais vraiment faire après le lycée. C'est une question généralement on repousse jusqu'au bout. Et pour me rendre compte que si je voulais vraiment faire ce que je voulais, et entre autres de la recherche à science, il fallait peut-être que je m'adapte un petit peu au système pour qu'on me laisse tranquille, pour que voilà, je puisse trouver des opportunités pour vraiment faire de la recherche, être accepté par les institutions qui la proposent. Et donc, je me suis mis à bosser sur le programme. Pour la petite anecdote, j'avais commencé mon premier trimestre de terminale avec 9 de moyenne et j'ai fini avec les meilleures notes scientifiques du lycée. Voilà, il suffit que, voilà, quand on bosse en fait, sur les choses qui nous passionnent et qu'on shift cette attention-là en fait, sur les choses qui sont certes utiles mais qui ne sont pas forcément prioritaires pour soi, ça fonctionne. Donc, s'entraîner à la passion, c'est un super exercice. Et donc, j'enchaîne. Voilà, je fais un parcours et je me dis, voilà, bon, faut que je m'adapte un peu au système. Il faut passer par licence, master. J'ai réussi à rentrer à l'école normale supérieure en biologie à UM à Paris. Et quand j'arrive à l'ENS, déjà, pour moi, c'est un foisonnement, en fait. Il y a une communauté complètement incroyable de personnes totalement folles, en fait, sur place. Mais en même temps, je me retrouve exposé à ce qui est l'apex du système. C'est-à-dire que d'un coup, on nous dit que tout est possible en fait parce qu'on est passé par l'ENS. Je trouvais ça étrange parce que, au contraire, moi, en fait, ce que je voyais quand je suis arrivé dans mes laboratoires de recherche, au contraire, je m'étais jamais senti en fait aussi contraint. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire que déjà, quand on est jeune chercheur, quand on est jeune étudiant, qu'on s'entraîne à faire de la recherche, on ne vous donne pas vraiment en fait, un espace d'expression. On vous donne un sujet et vous devez travailler sur ce sujet-là. Et puis, vous avez un mentor, mais on ne vous amène pas forcément à réfléchir sur votre propre sujet. Et donc, j'étais assez frustré à ce titre-là. Donc, j'ai essayé en fait, de commencer à travailler sur des projets un peu alternatifs à côté. Et il se trouve que j'ai eu une expérience en Finlande qui a été absolument, enfin, pour moi, transformatrice, puisque lorsque j'étais faire un stage en Finlande, le laboratoire finlandais qui est à Turku, déjà, ça ne s'attendait pas à recevoir une demande en fait, de la part d'un étudiant de parler de l'ENS. Et d'ailleurs, j'ai dû leur écrire 2 fois en fait, pour leur dire que ce n'était pas une blague. Et ils m'ont pris pour une sorte de super génie. Et donc, ils m'ont dit, bah, voilà une paillasse, voilà un bureau, tu fais ce que tu veux. Et donc, pendant pratiquement 1 an, j'ai bossé en Finlande. Alors, j'avais 21 ans comme un chercheur indépendant. Et cette expérience m'a vraiment marqué, puisque lorsque je suis revenu à Paris, en France, à l'ENS, j'ai l'impression de revenir vraiment en prison. C'est-à-dire que c'était à l'ancienne, voilà, il y avait un sujet, tu choisissais, tu le creusais, et puis il fallait, entre guillemets, suivre à la baguette ce que ces directeurs de laboratoire en fait, vous demandaient de faire. Donc, pour moi, ça a été vraiment un moment de contraste très important qui a éclairé ce que j'avais finalement en fait, envie de voir et de ne pas voir. Et par la suite, je coupe un peu l'histoire, je me retrouve en fait à m'intéresser de près à une nouvelle discipline qui est en train d'émerger, qu'on appelle la biologie synthétique, qui est un rapprochement entre la biologie, l'étude du vivant, et puis l'ingénierie, l'informatique, les big data, etc. L'idée étant de dire qu'on a compris suffisamment de choses parfois sur certains systèmes biologiques pour en construire des nouveaux. Voilà. Et je trouve ça fascinant. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser.
et j'ai monté un club de biologie synthétique à Paris où, avec des autres étudiants passionnés, on pouvait se renseigner sur la chose. On étudiait les derniers articles qui étaient sortis. Et, et je m'apprêtais à aller faire une thèse de doctorat à l'étranger en biologie synthétique parce qu'il n'y avait pas de laboratoire en France. Et se trouve qu'on me donne l'opportunité de monter un laboratoire en France parce qu'un des professeurs qui participait au club était lui physicien, il s'intéressait à la biosynthétique, il voulait monter un laboratoire de biosynthétique. On lui avait donné une opportunité de le faire au Génopole à Évry. Et il me dit, bah, moi, j'y connais rien en biologie expérimentale, est-ce que tu veux le monter avec moi? Donc, je trouve l'opportunité super, super sympa. Donc, on monte ce labo ensemble. Je me retrouve à monter le laboratoire dans lequel j'allais faire ma thèse, ce qui est complètement rarissime, surtout en fait à manager le laboratoire dans lequel je faisais ma thèse, qui n'arrive jamais parce que mon PI, mon directeur de thèse, il ne connaissait rien en biologie expérimentale. Et, et même à ce moment-là, dans ce cadre-là, je n'avais pas la liberté que je souhaitais. C'est-à-dire que je pouvais uniquement travailler sur les thématiques du laboratoire. Je ne pouvais pas travailler avec des personnes qui n'étaient pas chercheurs. Si je voulais travailler par exemple avec une artiste ou une designer ou un architecte ou je ne sais qui ou un jardinier par exemple, je ne pouvais pas utiliser les ressources du laboratoire ou même ne serait-ce que faire venir ces gens-là au sein du campus où j'étais. C'était trop sécurisé et je trouvais ça totalement aberrant. Du coup, cette frustration, j'essaie de la transformer et puis bon, est-ce que je ne peux pas essayer de... Déjà, ça m'a amené sur la réflexion à qu'est-ce que c'est un laboratoire? Donc, qu'est-ce que c'est la science pour moi? Et pourquoi on est obligé de s'enfermer en fait, dans cette approche institutionnelle où il faut forcément répondre en fait, à ces règles qui sont préétablies pour pouvoir performer, entre guillemets. Et vraiment, je n'arrivais pas à computer ça. Je n'arrivais pas en fait, à comprendre pourquoi on nous obligeait en fait, à fonctionner de cette manière-là. Alors qu'il n'y a pas de raison que la science, le monde académique ait le monopole de la science. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai monté un laboratoire, je vais peut-être en monter un deuxième cette fois-ci. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en faire un deuxième, sauf que je vais le monter en dehors d'un cadre académique. Je vais le monter là où je peux, surtout quand à l'époque, j'avais 26 ans. Et je l'ai monté dans un squat de banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine. Donc un bâtiment abandonné qui appartenait au réseau ferré français avant et qui est occupé par des artistes surtout. Et je rejoins en fait une communauté sur place et je leur demande en fait, si c'est possible d'occuper une partie de cet espace-là pour monter un laboratoire de bio. Ils adorent l'idée. Et très rapidement, je me retrouve en fait à partir sur la route pour aller dans des décharges, entre guillemets, pour récupérer des équipements scientifiques de laboratoire et entre autres dans des caves de laboratoire, parce qu'il y a beaucoup de labos qui mettent de côté en fait, des équipements qui fonctionnent encore. Et je monte comme ça en quelques mois un laboratoire de biologie totalement fonctionnel, mais pour 0 € que j'appellerai par la suite la paillasse. Et qui est un laboratoire à la base que j'ai construit purement en fait presque au départ en fait par intérêt personnel de dire moi j'ai besoin d'un labo où j'ai envie de faire mes propres expériences que je ne peux pas faire dans mon laboratoire académique en quelque sorte. Mais derrière parce que je le voulais ouvert, que je le voulais en fait je le voulais collaboratif, c'est-à-dire que j'avais envie que n'importe quelle personne qui voulait collaborer avec moi ou qui ait des idées intéressantes puisse en fait y venir. Très rapidement, il y a une communauté qui s'est créée tout autour. Et de là, en fait, cette expérience a radicalement changé ma vision de ce qu'était la science et l'innovation en général, puisque de ce laboratoire est sorti à l'époque du squat une quinzaine de projets portés par une cinquantaine de collaborateurs qui étaient d'ailleurs surtout des non-biologistes, beaucoup de gens qui s'y connaissaient en informatique, en mécanique, en électronique, mais aussi, voilà, quand je parlais des designers, des artistes, des jardiniers, des boulangers, des gens de très, 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 très différents. Et on a travaillé autant sur des tests de diagnostic pour savoir par exemple, ce qu'on a dans nos assiettes, travailler sur des types de biomatériaux, entre autres, comment fabriquer en fait, des colorants avec des bactéries. Ce projet est même devenu en fait, une entreprise aujourd'hui qui lead en fait, la transformation de l'industrie des colorants pour remplacer les colorants pétrochimiques. Et donc, lorsque j'arrive au bout de ma thèse, d'ailleurs sur un sujet que j'adorais, je travaillais sur des biotransistors. Encore une fois, c'était vraiment des pièces maîtresses au tout début de l'émergence de cette discipline. Et j'arrive au bout en fait, de cette thèse et avec plein de propositions de postdoc, ce qui est la suite, ce qui vient après la thèse. Et j'avais la chance de beaucoup publier. J'ai publié 9 articles, ce qui est à peu près 3 fois ce que normalement un doctorant classique peut publier. Parce on était vraiment sur un sujet très fort, très très bon. Donc j'avais une carrière académique qui se proposait devant moi. Sauf que si je continuais cette carrière académique,
clairement, la paillasse allait mourir parce que il y avait, même s'il y avait cette communauté, euh, c'est moi qui l'ai l'idée, on va dire. C'est-à-dire que c'est moi qui avait le savoir-faire en fait, du laboratoire et qui l'animait. Il n'y avait pas de modèle économique, c'est des transitoires. Clairement, le squat n'allait pas durer en fait éternellement. Donc, il fallait pouvoir, soit je partais à ce moment-là, ça finissait par s'écrouler, soit je donnais une chance à ce modèle-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en me disant, Thomas, tu es encore jeune, si tu peux donner un an à temps plein et voir ce qui va se passer. Si ça donne rien, tu peux revenir à ta carrière académique. Si ça donne quelque chose, tu pourras considérer alors à ce moment-là quitter le monde académique pour te concentrer en fait sur ce modèle-là. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à temps plein sur la paillasse à la fin de ma thèse et je l'ai amené à Paris. On a pris un espace de 800 mètres carrés. Et là, du coup, j'ai changé de casquette. J'ai pris la casquette d'entrepreneur. Et sauf qu'on ne vous prépare pas du tout à devenir entrepreneur dans le monde académique. Donc, j'ai pris un nombre de claques incalculable. Mais j'ai su trouver sur le chemin beaucoup de mentors et des gens très, 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 très bienveillants, comme Arnaud, qui m'ont filé plein de conseils. Voilà, sur le modèle économique de la paillasse, on a mis pas mal de temps avant de le trouver. C'était compliqué, mais globalement, c'était surtout du partenariat avec des entreprises qui cherchaient là en fait l'opportunité de pouvoir dialoguer avec des innovateurs en fait, on va dire un peu hors normes. Nous, en fait, on est au sein de notre communauté. La possibilité de profiter du lieu aussi, donc c'était de l'événementiel. On recevait beaucoup d'événements sur place, donc un espace qui était dans le sentier et surtout en fait une communauté très active qui faisait qu'on on était capable de réduire énormément de coûts en fait, énormément de coûts fixes. Voilà, donc c'est une magnifique aventure, sauf que Juste une pause sur la paillasse. vas-y, Petite vas-y. pause sur la paillasse, une question de Sophia qui dit l'ouverture d'un laboratoire autonome requiert le respect de certaines règles légales, Oui. ou bien est-ce sans limite? Et elle pense par exemple aux questions d'éthique. Est-ce que vous étiez libre de tout faire ou est-ce que vous Non. étiez quand même encadré? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle encadré. On n'était pas libre de tout faire, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la loi déjà, donc on respecte la loi. On est des gentils pirates, on va dire. Et, euh, et surtout, en fait, pour moi, il y a lorsqu'on était dans le squat, par exemple, il y a une chose que j'ai refusé de faire et que j'ai refusé que la communauté fasse, c'est des manipulations génétiques. En gros, de la biologie synthétique. Moi, ce que je faisais tous les jours dans mon labo, je sais qu'il y a énormément de potentiel derrière, en fait, ce type de technologie, mais on n'avait pas, dans le squat à l'époque, dans le laboratoire du squat, on va dire l'encadrement, enfin le cadre nécessaire pour pouvoir donner toutes les garanties, enfin tout, voilà, on va avoir le bon matos et puis la bonne logistique pour pouvoir gérer en fait ce type d'expérience. Donc je l'avais interdit. Par contre, lorsqu'on était arrivé à Paris, là, par contre, on avait un meilleur laboratoire, on avait de meilleures conditions sanitaires, de biosécurité, biosureté, etc. Et surtout, on avait une personne qu'on avait recrutée qui était chargée justement de veiller à cette biosureté et qui avait mis en place en fait toutes les bonnes pratiques et qui formait en fait les personnes également à l'utilisation du laboratoire lorsqu'elles ne s'y connaissaient pas forcément complètement. Ensuite, on avait également des règles très strictes, comme quoi, par exemple, on n'était pas les porteurs de projets n'étaient pas autorisés à manipuler des échantillons humains, par exemple, qui étaient par exemple du sang ou de l'urine. La salive, ça marchait à partir du moment en fait, où c'était bien fait avec un protocole donné. Il n'y avait pas d'expérimentation animale non plus. Ça, on l'avait interdit. Parce qu'encore une fois, il y a un domaine des possibles en fait, qui est tellement énorme qu'il n'y a pas, voilà, il a pas de raison en fait, qu'on doive tout permettre. Et surtout, c'est l'occasion en fait, de montrer qu'on est capable de faire différemment. Mais en ce qui concerne la biologie synthétique, c'était très intéressant parce que jusqu'à présent, elle a été uniquement réalisée dans des très très gros laboratoires. Donc, soit des grosses industries ou des gros laboratoires académiques. Là, d'un seul coup, en fait, ça permettait de donner l'opportunité à des personnes d'explorer comment cet outil-là pouvait se faire, en fait, pouvait être utilisé dans un cadre qui était pas professionnel. C'est-à-dire qu'on pouvait laisser en fait libre à la créativité des personnes. C'est-à-dire si vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que sans but commercial ou sans but en fait de carrière académique, qu'est-ce que vous feriez avec la biologie synthétique? Donc
c'était vraiment intéressant. Et donc, de ce point de vue-là, on a entre autres accueilli pas mal de projets d'étudiants qui n'avaient pas accès d'ailleurs à leur propre laboratoire d'université pour pouvoir faire leurs propres expériences. Donc, ils venaient à la paillasse. Et donc, ils ont participé, entre autres, à des compétitions comme IGEM, qui sont des compétitions d'étudiants pour biologistes aussi. Voilà, donc, par exemple, ils ont créé des capteurs pour certains polluants en modifiant des bactéries. Donc, on donne la capacité aux bactéries de sentir en fait certains polluants et puis d'émettre par exemple de la lumière lorsque c'est le cas. Ce type de choses. Donc c'est. Il y a une startup qui est comme ça, non? C'est pas Ouais, le. il y a plein. Il y a une startup qui fait ça. Il y a plein d'applications qui sont en train d'apparaître aujourd'hui de comment on peut utiliser des bactéries ou des virus pour pouvoir sentir les choses. Parce que c'est tellement petit que leur capacité en fait, de captation de messageries chimiques est très, 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 très bonne. Par contre, il faut juste que ça soit transcrit derrière en fait, en quelque chose que nous, on puisse voir. Mais il y a énormément de choses encore à faire là-dessus. Donc, la paillasse, c'était la version bêta de quelque chose dont on va parler là. Ouais. Question quand même de Stanislas qui me demande qu'est-ce qui est devenu pardon, la paillasse. Alors, la paillasse, je pense qu'elle a pris très cher cette année avec le Covid, évidemment, comme n'importe quel lieu. Moi, j'ai quitté la paillasse il y a maintenant 4 ans pour justement poursuivre en fait, le projet dont on va parler. Mais donc, je crois que la passe, soit elle est en très gros break, soit principalement elle est en péril total. Donc, si le projet vous intéresse, je vous encourage vivement en fait à contacter les gens de la PAS et voir si vous pouvez contribuer en fait à sa survie. Et une question de Jean-Charles Guillou qui dit on reproche parfois aux laboratoires universitaires français leur manque de lien avec le monde des entreprises pour la phase produit mise sur le marché des inventions. D'ailleurs, là-dessus, effectivement, on va y revenir. Est-ce que votre approche permet ce lien et une mise sur le marché plus rapide? Gardez-vous la main sur les inventions brevets? Est-ce une base d'open source? Ce que je vous propose, c'est qu'on va répondre à cette question en switchant directement sur Juggle, puisque c'est une question qui peut être très intéressante pour Juggle. Et donc, on la garde. Jean-Charles, on va y répondre. Et Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer, en partant de la paillasse, qui était ce que j'appelle un peu la version bêta, Ouais. ce qu'est aujourd'hui Just One Giant Lab? Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que alors, quand je pilotais la paillasse, on avait fait la preuve de concept que monter un laboratoire communautaire ouvert, c'était possible, ça marchait, il y avait des super projets qui sortaient, mais c'était uniquement accessible aux gens locaux. C'est-à-dire qu'il fallait être à Paris globalement ou dans la petite couronne parisienne pour pouvoir en fait y accéder, parce que c'était là où se trouve le laboratoire. Et je trouvais ça dommage. Alors, on pourrait dire, on va construire des paillasses partout, on va construire des laboratoires ouverts partout. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, c'est que c'est compliqué, c'est des modèles qui sont compliqués. Le marché immobilier, en plus, est très contraignant. Et moi, j'ai toujours été très impressionné par les dynamiques des communautés en ligne, et en particulier en fait celle des hackers, qui, lorsqu'il y a un projet d'intérêt général, par exemple de contre-pouvoir citoyen, ou pour, par exemple aider les journalistes qui sont dans les zones de guerre pour dialoguer efficacement avec leurs correspondants, voilà, il y a vraiment en fait une force positive en fait de communautés bénévoles en ligne qui travaillent ensemble sur des softwares, sur des logiciels libres. Et je dis mais s'ils arrivent à faire ça pour des logiciels, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour la science? Parce que les projets qu'ils réalisent sont quand même de très très haut niveau. Et il n'y a pas de raison en fait, qu'on ne puisse pas le faire également en fait, pour des questions scientifiques ou même des questions autres d'innovation. Et donc j'ai voulu tester cette idée-là d'abord avec un programme que j'ai lancé au sein de la paillasse, qu'on a appelé Epidemium, et qui testait l'idée de savoir est-ce qu'une communauté de gens en ligne, pas forcément à Paris, peuvent se mobiliser pour répondre à une question qui est est-ce qu'on peut mieux comprendre le cancer en utilisant des big data? Donc, il fallait faire des data science et de la médecine en même temps, donc des choses généralement qu'on ne retrouve pas dans le même cerveau. Donc, ça demande de faire de la collaboration. Et on a donné le temps, c'est-à-dire que c'est un programme en plus qui a duré vraiment 6 mois, et donc les gens avaient le temps de créer des équipes, et on les accompagnait, il y avait du mentorship. Donc, en gros, l'idée, c'est on apporte tout ce qu'on peut trouver dans un institut de recherche, dans une université, pour des chercheurs. Sauf que là, en fait,
c'est pas forcément les chercheurs qui participent. Au contraire, c'est même plutôt des professionnels soit qui travaillent dans l'industrie ou dans l'enseignement ou dans la recherche, des étudiants. Et nous, on les accompagne. Et on a mobilisé au final plus de 350 personnes pendant 6 mois qui ont réalisé une quinzaine de projets qui étaient vraiment très impressionnants. Pour vous donner un exemple, il y a un projet, c'était 200 personnes qui sont réunies pour aller récolter toutes les open data disponibles sur le cancer dans les différents pays du monde. Donc, ils ont utilisé une méthode standard. Et c'est quelque chose qu'un laboratoire de recherche n'aurait jamais pu faire. Faudrait avoir une armée d'étudiants, de stagiaires. Un autre projet, c'était par exemple 3 femmes, la plus jeune 21 et la plus vieille 92 ans, et qui ont travaillé sur comment utiliser les données Twitter pour faire de l'épidémiologie du cancer. Alors, cette femme âgée, il se trouve que c'est pas n'importe qui, puisque c'est quelqu'un c'est une personne qui s'appelle Marthe Gauthier et qui est co-découvreuse de la trisomie 21. Donc c'est une personnalité en sciences. Mais il se trouve que depuis 30 ans, elle est à la retraite. Et les institutions, en fait, n'offrent rien aux retraités, en tout cas même les chercheurs retraités. Donc, pour elle, c'était l'occasion en fait de revenir, de collaborer avec des personnes plus jeunes sur des sujets qui pouvaient l'intéresser. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que on montre qu'avec une approche ouverte, d'un seul coup, il y a des personnes qui ont les compétences, ont l'expérience ou en tout cas la motivation, mais qui jusqu'à présent, personne en fait s'était intéressé à eux ou leur avait ouvert une opportunité parce que les modèles en fait associés n'étaient pas les bons. D'un seul coup, là, ils arrivent. Même chose pour un autre projet qui a été porté par des data scientists d'une banque. Là, c'était la Société Générale, qui ont bossé sur un logiciel de représentation de données de santé publique. Un truc très joli. Et ils ont fait ça, encore une fois. Donc, c'est totalement gratuit, c'est totalement open source. Tout ce qui est produit, en fait, est open source. C'est comme sur Wikipédia. Et donc, avec ces exemples-là, on avait la preuve de concept que oui, c'est possible de mobiliser une communauté en ligne. C'est des gens, on touche des gens de qualité, des gens qui sont aussi surprenants. Et à la fin, on a des projets qui sont de qualité, qui sont ouverts et qui peuvent continuer à être portés et développés par d'autres communautés également. Donc pour moi, il n'en fallait pas plus pour dire que on pouvait mettre ça à l'échelle, mais que par contre, si on mettait ça à l'échelle, il y avait d'autres problématiques qui allaient apparaître. C'est-à-dire que là, on avait mobilisé quelques centaines de personnes, on pouvait gérer ça à la main, mais qu'est-ce qui se passe si on mobilise plusieurs centaines de milliers de personnes? Et moi, je n'étais pas équipé pour répondre à cette question-là, et c'est à ce moment-là où je me suis tourné vers des copains, entre autres Marc Santolini, qui était à ce moment-là chercheur à Boston au Network Science Institute et qui était très intéressé par les dynamiques de groupe dans la recherche et la science. Et il est physicien à la base, on s'est connus, on est meilleurs copains depuis l'ENS, lui il faisait de la physique, moi je faisais de la biologie. Et donc on se tenait au courant régulièrement de ce qu'on faisait. Et moi je lui ai posé la question, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer d'étudier des communautés pour savoir ce qu'il est envisageable d'assister la collaboration de personnes qui ne se connaissent pas en ligne pour qu'ils puissent faire des collaborations scientifiques sans que ce soit des personnes humaines qui viennent justement en permanence coordonner tout ça. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des algorithmes qui peuvent aider en fait à rapprocher les gens, à les faire travailler ensemble et du coup à créer de la valeur comme ça? Et donc on s'est posé cette question-là, on a commencé à analyser des communautés existantes comme la communauté iGEM et on est tombé sur des choses qui étaient vraiment intéressantes. D'ailleurs, on va publier un article cette année sur ces questions-là. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit, allons-y, quoi. Go, on va partir sur un modèle qui est vraiment dédié à une dynamique communautaire. L'idée, ça va être, puisque individuellement, chaque citoyen a la possibilité, avec son expérience et compétences, de se donner, de donner du temps en fait, sur des projets qui leur parlent, donc des projets scientifiques entre autres, ou des projets d'innovation d'intérêt général, eh bien, il faut qu'on monte en fait un nouveau type de cadre qui n'est pas un cadre institutionnel, qui n'est pas un cadre corporate, où on va pouvoir faciliter leur mobilisation et leur synchronisation pour qu'ils puissent ensemble créer des équipes et faire avancer le chemin public. Et donc, c'est comme ça en fait qu'est arrivée l'idée de Juggle, qui est donc, on pourrait dire, une sorte de
nouveau type d'institut de recherche, mais qui est vraiment basé sur une dynamique communautaire, qui accessible à absolument tout le monde sur la planète, et dont le but est d'assister, voilà, de soutenir en fait des projets à dynamique communautaire de science et d'innovation. Et donc, Concrètement, ça se passe comment? alors, ça se passe de différentes manières. Premièrement, déjà, il y a une plateforme. C'est une plateforme numérique qui est elle-même totalement open source et gratuite. Et n'importe qui peut venir créer un profil, partager quelles sont ses compétences, ce qui l'intéresse, créer un projet où le projet va pouvoir en fait être documenté sur la plateforme. Donc, tu vas pouvoir partager tes besoins en compétences, en ressources, etc. Et tu as du matching qui est fait en fait entre les gens et les projets. Euh, et à côté de ça, on crée aussi des programmes thématiques de recherche où on va aller chercher des ressources supplémentaires auprès de partenaires et ces ressources-là, on va les utiliser pour à la fois animer en fait la communauté, on va l'utiliser pour financer en fait des projets. La manière dont on le fait, c'est assez particulier. On utilise ce qu'on appelle des micro-subventions. C'est-à-dire que on se retrouve face à beaucoup de projets différents. Je vais donner un exemple. Pendant l'année 2020, on a lancé un programme très ambitieux autour du Covid qu'on appelait Open Covid-19, dont le but était vraiment de développer des outils open source pour répondre en fait, aux enjeux du diagnostic, de traitement, de prévention, même de compréhension basique du coronavirus. Et, on s'est retrouvé avec plus de 130 projets en fait, démarrés avec une communauté de plus de 4000 personnes un peu partout sur la planète. Et ces projets, en fait, pour qu'ils puissent vraiment avancer, donc déjà, les équipes étaient bénévoles, mais ils avaient besoin de pouvoir faire leur preuve de concept, surtout lorsqu'on ne travaille pas uniquement sur du numérique et qu'on travaille, par exemple, en biotech. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai été chercher des partenaires avec lesquels on discutait déjà, dont le Fonds AXA pour la recherche, j'avais vu qu'ils avaient financé l'Institut Pasteur sur leur recherche autour du coronavirus. Je les ai contactés, j'ai dit, écoutez, là, on a une armée en fait, de gens qui sont juste incroyables, qui ont des idées phénoménales pour développer des tests de diagnostic open source pour le Covid, des outils de prévention indésante, des masques également en fait, de protection. Et il faut qu'on puisse ne serait-ce que les soutenir un minimum financièrement pour qu'ils n'aient pas besoin de sortir de leur argent de poche, l'argent nécessaire pour pouvoir faire leur preuve de concept. Et ce n'est pas des sommes faramineuses, c'est-à-dire qu'ils ont besoin entre quoi, 2, 3, voire 5 000 euros pour pouvoir faire leur preuve de concept. Et donc, le Fonds Accès pour la recherche a dit banco, on y va, ça nous plaît. Et grâce à ça, on a pu financer en 2020 plus d'une trentaine de projets. On a dépensé plus de 70 000 euros juste en micro-subventions auprès de ces projets-là. Et, et à la fin, ça donne en fait des projets totalement incroyables comme là, il y a 4 projets de tests de diagnostic pour le Covid qui coûtent moins de 5 euros en fait le test, qui sont ultra rapides, c'est-à-dire que c'est moins d'une heure et qui sont du coup open source, donc sont libres de droit, ce sont les premiers. Et qui sont même, il y en avait, ces 4 projets ont même été en demi-finale du X-Prize, qui est une énorme compétition d'innovation et ils faisaient face à des laboratoires et des entreprises qui étaient beaucoup plus massives qu'eux. Donc, grâce à ça, on a aussi fait la démonstration que des projets communautaires, parce que les équipes étaient composées de gens qui ne se connaissaient pas, c'est-à-dire que c'était autant des gens qui bossaient par exemple dans les startups biotech, ou ça avait des enseignants, ça avait des gens qui bossaient dans des laboratoires communautaires comme la Paillasse. Ils se sont réunis et ils ont vraiment bossé ensemble. Et à la fin, même, il y a un de ces 4 projets qui est maintenant en finale du X-Prize. Et donc, il y a seulement 20 projets au niveau mondial en fait, qui sont arrivés à cette phase-là. Et ces projets, ils fonctionnent puisqu'ils ont été testés, entre autres avec la PHP, avec le laboratoire de virologie de l'hôpital Saint-Louis. Et donc là, on est dans une phase de réflexion sur comment en fait, on passe à la prochaine étape. C'est-à-dire qu'on a des innovations qui sont superbes. Et simplement, c'est que les équipes qui sont derrière n'ont pas envie de changer de vie pour devenir entrepreneurs. Ce qui les intéresse, c'est vraiment de contribuer en fait, à la R&D. Et donc, on voit qu'il y a un modèle très intéressant pour Juggle de continuer à accompagner ces projets-là, y compris en fait, sur la phase de partenariat avec des fabricants et des distributeurs pour pouvoir permettre à ces technologies-là en fait, d'arriver dans les mains de tout le monde, quoi.
Du coup, on reboucle un peu avec la question de Jean-Charles tout à l'heure. Comment est-ce que vous collaborez avec des entreprises? À quel moment de la réflexion du projet? Et peut-être c'est peut-être des éléments de réflexion en ce moment et jusqu'où vous pourriez aller? Alors, on collabore avec des entreprises qui vont être partenaires de Juggle sur des programmes thématiques. C'est-à-dire que ça peut être pour être apporté de l'expertise auprès de la communauté. Ça peut être aussi pour apporter des ressources matérielles, voire des financements. Maintenant, on n'a pas encore de collaboration avec des entreprises pour justement faire de la fabrication. Ça, c'est vraiment c'est l'étape à laquelle on se trouve. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on est vu que on est sur une formule open source. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des entreprises qui sont prêtes en fait d'ouvrir un peu leur karma et leur chakra sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on est dans le monde de la biotech, et en particulier de la santé, tout passe par des brevets et des formes d'exclusivité. Là, d'un seul coup, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que si une entreprise décide de fabriquer en fait, ces tests-là, par exemple, ça veut dire que d'autres entreprises pourront le faire aussi. Et d'ailleurs, c'est un peu notre enjeu, c'est de dire que si on veut vraiment distribuer en fait, ce type de technologie là où il y en a le plus besoin, il faut que n'importe quelle entreprise puisse en fait, s'en saisir et le distribuer localement. Et donc, entre guillemets, il vaut mieux en fait, avoir une centaine d'entreprises qui participent qu'une seule en fait, qui est centralisée et qui est responsable de tout. Donc, on est vraiment dans une étape de réflexion aussi sur les questions légales pour que derrière, on puisse créer des conventions avec ces entreprises pour qu'une partie des bénéfices qui soient réalisés puissent être réintroduits auprès de la communauté pour qu'elle puisse continuer à avancer sur leurs projets. Et donc, que cette R&D, en fait, d'un coup, une fois que on va dire la version 1 du produit est commercialisée, la vision communautaire, la philosophie communautaire en fait, de la R&D ne s'arrête pas. Et donc, je trouve que c'est un modèle qui est très pertinent, surtout pour des technologies qui ne sont pas cutting edge. C'est-à-dire que c'est plutôt en fait, pour répondre à des enjeux où il n'y a pas d'entreprise qui s'y trouve, ou pour proposer des alternatives qui sont beaucoup plus abordables, parce que d'un seul coup, les entreprises n'ont plus besoin de rembourser leurs frais de R&D. Elles prennent directement en fait, ce qui a été produit. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Après, qu'est-ce que ça permet de faire, ce modèle-là? C'est d'aller chercher des questions qui sont sous-explorées. C'est d'aller permettre à des minorités, comme par exemple des comités de patients qui sont atteints par des maladies rares, d'avoir une chance de trouver une communauté de contributeurs qui va pouvoir les aider en fait, à développer des solutions et des preuves de concept, et voire même en fait, derrière dérisquer le sujet pour qu'une entreprise derrière puisse s'en saisir et commercialiser du coup une solution à moindre coût. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives. Donc là, j'ai beaucoup parlé de la santé, mais ça s'applique également en fait, sur l'agriculture, sur l'énergie, etc. Et, Une question de Katia. Alors, Katia, je vais la reformuler un tout petit peu. Est-ce que aujourd'hui, dans la manière dont ça fonctionne, vous mélangez des gens très différents? On est d'accord. Pas forcément que des scientifiques et pas que forcément des gens qui sont dans la recherche. Et du coup, je te lis la question de Katia et après, on va en reparler. Katia demande, y a-t-il un lien entre médecine moderne et médecine ancestrale type ayurvédique? Ce que j'en entends, je ne sais pas ce que c'est qu'ayurvédique, mais ce que j'en entends par là, c'est, je me dis, est-ce que au fait, vous mixez des profils et des gens totalement différents, tellement différents sur même des points de rupture, qu'il en apparaît quelque chose de positif et de nouveau? c'est ça. C'est-à-dire que en soi, du moment en fait que on reste dans le cadre en fait de la loi et puis d'un cadre éthique, parce qu'on en a mis en place aussi en fait une bordure éthique pour le programme Open Covid-19 autour du Covid, tout est permis. C'est-à-dire que si vous voulez explorer en fait des questions que vous intéressent et que vous êtes capable en fait de convaincre d'autres en fait que ce sujet est intéressant et pour qu'ils viennent collaborer avec vous, allez-y. Donc l'idée c'est que l'initiative vous est donnée. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une agence nationale de recherche vous donne son feu vert pour commencer en fait, à bosser dessus. Donc là, pour moi, c'est un des gros points positifs de cette approche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir… Il y a beaucoup de questions souvent en fait, qui sont laissées en suspens. Par exemple,
là où on parle en fait du rôle en fait des plantes médicinales. On peut également en fait parler, je sais pas moi, en agriculture, des problématiques en fait, je sais pas, du microbiote des sols ou différentes formes en fait. Est-ce qu'il est possible en fait d'atteindre des rendements vraiment efficaces? Quels sont les rendements en fonction des alternatives justement aux pesticides, etc. Donc il y a plein de questions en fait à se poser. Et il se trouve que les laboratoires de recherche n'explorent pas toutes les questions, et déjà parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et parfois, en fait, même si vous aimeriez pouvoir se poser ces questions-là, ils vont pas trouver les bons crédits de recherche en fait, pour construire pour construire ces projets-là. Là, l'idée, c'est que les gens ensemble vont pouvoir en fait, se réunir, réfléchir en fait, à ces questions-là, trouver les ressources. Pas forcément, les ressources, il n'en faut pas beaucoup. Il faut accéder en fait, à un peu de matos, mais du matos, il y en a partout. C'est vraiment pas un goulot d'étranglement. Euh, un peu de financement, et ça, c'est là où on intervient, c'est que ce soit à travers des partenariats qu'on va passer avec voilà, des fondations ou des institutions publiques. On va pouvoir financer facilement en fait, ces projets-là. Donc, ça reste des petits montants, mais ça reste suffisamment intéressant. Et aussi le crowdfunding. C'est-à-dire que pour nous, 2021, ça va être un moment où on va vouloir créer un fonds citoyen pour que des personnes vont pouvoir voilà, devenir membres et aider à la fin. On va collecter une somme qu'on pourra mettre à disposition de la communauté. Et c'est la communauté qui décidera en fait quels sont les projets qu'elle trouve intéressants à financer et à poursuivre. Et ça, c'est une caractéristique très importante de Juggle, c'est que les projets qui sont financés par Juggle ne sont pas décidés par Juggle. Je vous ai parlé de la plus d'une trentaine de projets qu'on a financés en 2020 autour du Covid. Ce n'est pas Juggle qui a décidé en fait quels étaient les projets à financer, c'est la communauté. On est passé à travers un système de revue en fait, par les pairs, ce qu'on appelle en anglais aussi le peer reviewing, euh, où les projets en fait, candidataient en fait, à ces micro-subventions. Et donc, tout ça en totale transparence. Les projets étaient vraiment lisibles en fait, par tous les membres de la communauté. Chaque membre en fait, avait la possibilité de devenir un reviewer, un relecteur, un évaluateur en fait, de ces projets-là et suivait un formulaire qu'on lui avait donné. Et cette personne en fait, pouvait voilà, inscrire en fait, et évaluer en fait, ce projet si elle se sentait, on va dire, pertinente sur le sujet. Et à la fin, on avait un score de faisabilité, un score d'impact qui était calculé. Et automatiquement, lorsqu'un projet dépassait 3,5 sur 5 dans chaque score, il était financé. Et on n'a pas eu du tout de mauvaise surprise. Ça a marché très, 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 très bien. La communauté a vraiment pris sa responsabilité à cœur. Et donc, c'est quelque chose qu'on aimerait voir grandir. Et nous permettre en fait, à des initiatives qui aujourd'hui sont ignorées en fait, de pouvoir être pris et de pouvoir être continuées. La communauté aujourd'hui, tout à l'heure, tu as donné un chiffre. Vous êtes combien sur la plateforme? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 5000 personnes sur la plateforme. Ouais. Donc ce que je n'ai pas raconté, c'est que Juggle donc, a été lancé il y a 1 an et demi, durant l'été 2019. Et on cherchait vraiment une version bêta, on est encore en version bêta, et on ne cherchait pas en fait, à grandir, surtout pas trop vite. On avait plein de choses à tester. Et je me souviens très bien, en février 2020, on était voilà, à peu près 500 sur la plateforme. Et on était très contents. On avait fait un premier programme autour de la vaccination pour tester et qui a très bien marché. Et d'un coup, il y a le Covid qui est arrivé. Et à ce moment-là, pour nous, c'était le cas d'usage parfait. C'est-à-dire qu'on avait créé Juggle pour pour faire face à ce type de problématique mondiale. Et donc, on a lancé un programme sur Juggle et on s'est retrouvé avec une quantité astronomique de personnes qui nous ont rejoints parce que Juggle, à ce moment-là, en tout cas, était le seul endroit pour des personnes qui voulaient contribuer en fait, à la science ou à l'innovation autour du Covid, de pouvoir le faire. La plupart des gens étaient bloqués chez eux et les chercheurs eux-mêmes en fait, n'avaient pas la possibilité d'aller à l'université dans beaucoup d'endroits du monde. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont réunies et c'est cette communauté en fait, qui a donné naissance à tous ces projets-là. Donc, pour nous, c'était la preuve de concept de Juggle, quelque part, de montrer que c'est possible en fait, de mobiliser une communauté mondiale de très grande taille et d'arriver en fait, sur des projets de très, très, très haute qualité qui peuvent clairement en fait, faire de l'ombre à des projets qui seraient normalement développés dans un cadre institutionnel, purement institutionnel ou justement start-up ou corporate. Et donc, donc cette approche communautaire de la science, l'innovation,
c'est pas juste que ça fonctionne, mais c'est que c'est efficace, c'est que c'est scalable en fait. Et vous avez des partenariats avec des universités, avec des labos, avec des institutionnels qui sont à se créer à partout dans le monde? On est en train, en effet, de discuter avec pas mal d'institutions. On a fait pas mal de bruit, on a fait pas mal voilà, il y a pas mal de personnes qui veulent bosser avec nous maintenant. Et donc, on réfléchit en effet avec eux à comment on va pouvoir les intégrer en fait sur Juggle. C'est quelque chose qu'on va lancer voilà, au début du printemps. Euh, c'est la possibilité pour des organisations existantes, des communautés existantes, de venir s'héberger sur Juggle. Jusqu'à présent, en fait, lorsque vous rejoignez Juggle, vous rejoignez une communauté géante, mais c'est une communauté. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes en quelque part, si vous aviez l'habitude d'être avec d'autres personnes, je sais pas moi, une communauté voilà, d'agriculteurs qui s'intéressaient à des pratiques alternatives, vous allez vous retrouver dilué. Demain, ce ne sera plus le cas. Vous aurez la possibilité de créer un espace au sein de Juggle qui sera votre communauté. Vous allez pouvoir organiser en fait aussi vos propres projets et voire même vos propres challenges, etc. Et partager en fait vos besoins, mais tout en gardant la possibilité de dialoguer avec le reste de la communauté aussi. Ça, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'on a cherché plein de communautés un peu partout dans le monde, que ce soit des communautés de praticiens amateurs, de chercheurs, de professionnels, mais aussi des communautés d'étudiants, des classes, etc., pour que derrière, ils se retrouvent sur Juggle pour pouvoir bénéficier de cette assistance au travail collaboratif communautaire ouvert, mais qu'ils puissent en fait commencer à créer des collaborations avec d'autres communautés. Et c'est comme ça en fait qu'on va faire avancer le schmilblick, c'est-à-dire que chaque communauté individuellement a seulement une certaine taille critique qui n'est pas forcément très grande. Donc, le type de projet ou d'action que ces communautés vont pouvoir porter est limité. Mais si on les met en commun, on peut faire des choses beaucoup plus importantes. Et ça, c'est vraiment notre enjeu principal, c'est que, et pourquoi on veut créer une communauté géante, c'est que si on veut vraiment faire face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui sur les 10 prochaines années, entre autres avec le changement climatique, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les institutions actuelles. Elles sont très importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Et donc, il faut qu'on puisse donner la possibilité aux citoyens de participer, d'apporter des questions et des réponses qui sont différentes aussi, avec un regard différent, et surtout, en fait, de pouvoir créer des choses qui soient, si possible, tout de suite abordables. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas rattachés, en fait, à des besoins de modèles économiques qui justifient, en fait, des prix qui soient exubérants ou qui soient uniquement accessibles, en fait, à une forme d'élite. Il nous reste une dizaine de minutes maximum. Une question de Patrick. On a vu des changements radicaux mais durables dans de grands domaines clés comme la presse, la distribution. Ceci principalement grâce à la tech. Assiste-t-on à un changement durable et radical de la recherche telle qu'on la connaît aujourd'hui, et est-ce uniquement grâce à la plateforme tech? Alors, il y a très clairement un changement profond en ce moment en sciences parce qu'il y a énormément de frustration de la part des chercheurs en général, et de la jeune génération. Il y a une visibilité très faible en fait sur les carrières et sur ce qu'ils envisagent de faire. Il y a aussi parfois une incompréhension sur les modèles. Donc moi-même en fait j'ai fait quelque part en fait j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que j'avais pas à me projeter moi-même en fait dans le modèle académique en tant que jeune chercheur. Et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de jeunes talents en sciences qui sont plutôt vers l'entrepreneuriat. Ils y voient en fait la possibilité d'exprimer beaucoup plus leur créativité et leur passion en enlevant des fonds auprès de VC qu'en passant leur temps en fait à demander des subventions auprès d'institutions. Euh, c'est bien et c'est dommage à la fois. Le modèle startup a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, ce qui fait qu'ils peuvent s'attacher uniquement à des problèmes sur lesquels il y a un modèle économique. C'est-à-dire que là où on peut vendre en fait des choses, que les gens qui ont des problèmes peuvent acheter des solutions entre guillemets. Donc, en effet, il y a un enjeu en fait aujourd'hui en sciences qui est que quelque part, on n'a jamais eu autant de chercheurs dans le monde, mais on n'a jamais eu autant de précarité aussi. Donc, on a fait grossir les rangs de la recherche, mais surtout avec des gens qui n'avaient pas en fait la même vision en fait de cas en fait dans la recherche qu'il y a 30 ou 40 ans. Et surtout là où il y a une compétition qui est grandissante et on favorise les personnes qui ont un maximum de publications et ça évidemment, c'est-à-dire qu'on favorise en fait les seniors, ceux qui ont plus d'expérience. Donc la jeune génération de chercheurs a beaucoup de mal en fait, parfois à se faire une place à cause de ça et donc quelque part fuit. Donc moi je crois aussi que
beaucoup des chercheurs, en fait, des gens qui s'intéressent à utiliser la science et la technologie on va dire, pour faire avancer notre compréhension en fait, de l'univers et répondre en fait, à des problématiques concrètes. C'est des gens qui restent passionnés. Donc, on doit se contraindre en fait, à un modèle donné. Et c'est des modèles qui nous ont été donnés par nos pères, par nos aïeux. Donc, on hérite en fait, de ces modèles-là, mais c'est des modèles pour le modèle institutionnel, qui datent en fait, du XXe siècle, à l'époque où il n'y avait pas Internet. Le modèle startup, lui, évidemment, a évolué avec la bulle Internet, donc c'est différent. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui fonctionne très, très bien lorsqu'on a la chance de travailler sur des problèmes où il y a un modèle économique possible. Mais pour le reste, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Et ce n'est pas parce qu'il y a un manque de communautés, il y a des communautés qui existent partout, quand on va sur Facebook, sur Twitter et sur d'autres. Le problème, c'est que ce ne sont pas les outils qui ont été faits pour favoriser en fait, la recherche en général. Et les outils qui sont aujourd'hui présents, les plateformes pour chercheurs qui sont proposées, sont des outils qui sont portés par des startups elles-mêmes et qui s'appuient sur des modèles économiques qui valorisent les données personnelles des chercheurs et qui ne cherchent pas en fait et surtout qui s'adresse uniquement aux chercheurs académiques, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à ouvrir en fait, les perspectives en fait, de travail et de collaboration au-delà en fait, du monde académique. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec Juggle est vraiment un travail d'ouverture d'une nouvelle voie qui va permettre des collaborations qui étaient jusqu'à présent en fait, tout à fait impossibles. Et moi, ça m'a rendu hyper heureux, mais quand je vois en fait les projets qui sont sortis d'Open Covid-19 en 2020, c'était que des projets faits par des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées avant. Et aujourd'hui, c'est des gens qui du coup, en fait, continuent à bosser ensemble, qui prennent du plaisir. Et donc, je pense que c'est des collaborations qui vont durer. Mais c'était toujours, en fait, ça a toujours commencé avec une personne qui a une idée, une personne qui a une idée similaire, et qui disent, bah, est-ce qu'on finalement on ne progresserait pas ensemble? Il y a eu beaucoup de projets, des fusions de projets. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui difficile à imaginer dans le monde de la recherche ou dans le monde de l'innovation. En général, c'est qui va arriver le premier? C'est moi qui suis le plus performant. Moi, je suis mieux que toi, etc. Et donc, alors que au sein de Juggle, c'est pas qui va arriver le premier, c'est comment on va arriver collectivement à faire le meilleur projet possible. Et donc, s'il faut, on fusionne tout le monde pour qu'on n'ait qu'une seule grosse équipe qui fasse un projet vraiment performant. Ça, D'ailleurs, c'est vraiment. Ouais. sur ce point, juste sur ce point OK, il y a quelqu'un qui vient avec une idée, qui greffe autour d'elle d'autres compétences. Ce schéma-là, on le voit sur l'open innovation, on le voit sur différents, sur le design thinking, sur des méthodologies qui sont appliquées au niveau des corporates. C'est quoi la secret sauce pour que ça fonctionne au niveau virtuel et sur des volumes de personnes qui sont aussi importants? C'est à la fois la possibilité de naviguer solo, c'est-à-dire de pouvoir trouver soi-même en fait, des opportunités. C'est-à-dire vu les volumes, en fait, on ne peut pas accompagner chaque personne individuellement. Donc, c'est là où c'est le rôle de la plateforme, c'est de venir soutenir en fait, toutes les fonctions vitales pour qu'une personne puisse trouver quelque chose à faire, qui soit pertinent en fait, pour elle. Ensuite, c'est de pouvoir donner de fournir en fait le sentiment à la communauté qu'elle est soutenue. Parce qu'une communauté, elle existe parce que il y a un propos commun, il y a un objet commun. Donc, on est responsable quelque part en fait, de cette communauté, pour le Covid par exemple. Et donc, on va l'accompagner, on va l'impliquer, on va lui donner en fait des choses à moudre et à fabriquer en fait collectivement. Et on va l'appliquer aussi sur de quoi elle a besoin, qu'est-ce que nous on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut modifier en fait dans le mode de fonctionnement pour que ce soit plus simple en fait pour chacun. L'approche communautaire elle nous a beaucoup aidé par exemple sur l'onboarding. Impossible d'onboarder à un moment donné en fait à la pic le premier pic autour du Covid qui était en mars-avril, on onboardait entre 150 et 200 personnes par jour. C'était impossible à faire de notre côté. Et donc, il y a des membres de la communauté qui sont portés volontaires. Donc, on a bossé avec eux pour que chaque nouvelle personne qui arrivait sur Juggle et sur le programme Open Covid-19 puisse savoir en fait par où commencer, où est-ce que se trouvaient les bonnes informations, etc. C'était quoi un peu la culture locale et comment ça se passait pour participer, quoi. Ça, le onboarding, c'est super important. Ensuite, il y a le monitoring.
et l'évaluation. Sur l'évaluation, pareil, beaucoup de projets, si on devait tout évaluer nous-mêmes, en fait, avec un système de jury extérieur, enfin, ça prendrait une plombe. Là, l'enjeu, c'était de pouvoir avancer le plus vite possible. Et surtout, on a fait plusieurs tours de financement. C'est-à-dire que notre but, c'est que lorsqu'un tour commence et que les projets, en fait, déposent leur projet, un mois plus tard, maximum, ils ont l'argent, en fait, pour ceux qui ont été sélectionnés sur leur compte en banque. Et, entre-temps, ils ont été évalués par la communauté, ils ont eu des retours, etc. Et on a annoncé les résultats. Donc, ce qui fait qu'une communauté en fait, va fonctionner, c'est qu'elle sent qu'on lui est dédié et qu'on porte de l'attention. Et du coup, en fait, les gens au sein de la communauté en fait, nous le rendent. C'est vraiment fascinant à voir. C'est-à-dire que on donne et du coup, on reçoit. Et les membres de la communauté entre eux, en fait, vont faire la même chose. Ils vont partager et ils vont recevoir en fait en échange. Et j'ai envie de dire, pour beaucoup, lorsqu'on a fait une célébration du programme, parce qu'on a des très bons résultats, et la plupart des retours qu'on a eus, c'était qu'est-ce qui vous a le plus marqué avec ce programme-là. Ce n'était pas forcément les projets, c'est le fait qu'ils aient pu en fait se relier en fait à d'autres personnes positivement avec vraiment l'impression de contribuer à quelque chose, alors que justement eux-mêmes ils étaient bloqués personnellement à cause en fait, voilà, de confinement ou autre. Et donc c'est un sentiment en fait de pouvoir vraiment voilà, de dire qu'ils ne sont pas en train de subir la situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc de pouvoir partager pas seulement en fait voilà, leurs problèmes locaux, mais de sentir en fait qu'ils sont en train en fait d'y contribuer, de contribuer à construire des solutions. Et je pense que ce sentiment en fait c'est assez universel. Et jusqu'à présent il y a beaucoup de frustration de la part de beaucoup de personnes qui se sentent concernées mais qui ne savent pas par où commencer, ou qui disent qu'il faut qu'on fasse confiance. La recherche avance ou l'innovation avance, donc ça va bien sortir un jour. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des chercheurs ou des innovateurs ou des entrepreneurs qui bossent sur le sujet, en fait, ou le problème qui vous touche directement. Donc, voilà, il y a le fait de pouvoir prendre l'initiative de participer, c'était un des points numéro un, en fait, qui était mentionné, en fait, de qu'est-ce qui vous procure du plaisir, en fait, à participer à cette communauté. C'est une très, très belle définition de la communauté du collaboratif. Merci Thomas. Une question qui a été posée par Patrick. Est-ce que vous êtes associé au projet Mo et comment? Alors moi, je vais y répondre parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Thomas la semaine dernière. Pas encore. C'est la première étape, on dirait ce Mo Talk, c'est la première étape de collaboration, j'espère et je souhaite future. Évidemment, entre ce que nous, on essaie de porter pour rejoindre et recréer ces collectifs autour des grands enjeux du monde, je pense qu'il y a des choses qui sont assez clairement liées à la mission également de Joggle. Donc, on devrait se voir très bientôt et vous proposer, je l'espère, des choses. Sachez, Thomas, sache qu'on a un lieu de 7500 mètres carrés en Normandie. Et donc, vous êtes absolument very welcome là-bas. Avec grand plaisir. Donc, ce n'est pas une histoire terminée. Merci Thomas. Avant de vous dire au revoir à tous, juste, je vous ai un petit peu fait un petit teasing au début en vous disant que j'avais eu le nom du prochain talk en février. Donc, on va recevoir en février, je n'ai pas encore la date, mais on va recevoir en février Simon Bernard, qui est le cofondateur de Plastic Odyssey, dont vous entendez, je pense, de plus en plus parler dans l'actualité. Ce sera un grand plaisir de l'avoir avec nous. On parlera également du collectif, du collaboratif. Merci beaucoup Thomas Landrin. C'était un grand plaisir. Je vous invite à rejoindre Juggle. Vous pouvez aller sur juggle.io et de devenir membre de cette communauté et voire même de proposer vous-même vos projets. Si vous-même vous êtes intéressé à titre professionnel, vous avez une organisation qui agit voilà, dans le domaine de l'environnement ou de la santé et que vous voulez participer en fait ou proposer des projets, vous êtes les bienvenus. On vous accueillera avec grand plaisir dans cette nouvelle aventure. On vous mettra les liens dans le replay. On vous mettra également les liens sur la page de mo.co/mo-talks où vous retrouvez tous les talks depuis le début de l'année et vous aurez la possibilité de rejoindre Just One Giant Lab. Merci Thomas, merci à tous. Très belle soirée. Merci à vous.